Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au Palais-Hénard, qui est la mairie de Genève depuis 1985. Palais-Hénard qui a été construit par Jean-Gabriel Hénard au début du 19e siècle. Madame de Hénard, sa femme. C'est un palais d'inspiration palladienne, néo-palladienne. Et Jean-Gabriel Hénard est un petit peu l'image de Genève. C'était un homme qui était ouvert sur l'Europe. Il a donné à l'époque la moitié de sa fortune, qui était considérable, pour aider la résistance grecque contre l'occupation ottomane. Vous savez que les Grecs ont été à peu près 450 ans occupés par les Turcs, les Ottomans, et c'est vers au début de 1821, donc comme vous le savez, que la Grèce pu se libérer du joug ottoman. C'était un helléniste qui avait appris le grec ancien au Collège Calvin. Nous fêtons le 450e, on l'a fêté samedi, 450e anniversaire de cette institution publique créée par Jean Calvin, et après il a appris le grec moderne à l'Académie, c'est-à-dire à l'Université de Genève, fondée aussi il y a 450 ans par notre grand Calvin. J'aimerais saluer un certain nombre de personnalités. Pas de pupitre, c'est un petit peu difficile. Monsieur le Président du Parlement genevois, du Grand Conseil, Éric Lévrin, merci Éric d'être présent. J'aimerais aussi saluer l'ambassadeur Pérez, est-il ? Merci d'être présent. Monsieur le Consul général de France, merci d'être présent. Monsieur le Consul de la Bundesrepublik, Guten Abend. J'aimerais aussi saluer, je ne vais pas tous les citer, les représentants des missions diplomatiques, il y en a beaucoup. Il y a des députés, et aussi des conseillers municipaux, des conseillers municipaux. Merci d'être présents, non seulement de la ville de Genève, mais d'autres communes. En tout cas, ça me touche que vous soyez nombreux ce soir pour cette conférence. Je vous rappelle que depuis une année, nous organisons ici même des débats. On a voulu ouvrir la mairie de Genève, encore une fois, mairie depuis 1985, donc c'est assez récent, sur la ville. On nous reprochait souvent d'être une forteresse, ce palais-là, les contribuables ou les non-contribuables peuvent voir ce qui existe, ce qui vit ici, à l'intérieur de ce palais. On a eu, il y a 10 jours, une conférence extrêmement intéressante sur Karl Lutz, qui est une grande figure suisse méconnue. Karl Lutz a été vice-consul, c'est un diplomate, mesdames et messieurs, vice-consul de Suisse pendant la dernière guerre à Budapest, et aux côtés de Wallenberg, qui représentait la Suède. Vous connaissez la figure de Wallenberg, qui représentait la Suède, et qui était le grand-oncle de Niels de Dardel, et aussi de Madame Kofi Annan, qui avait des origines aussi neuchâteloises. Ces deux diplomates, qui sont considérés comme des justes par l'État d'Israël, ont contribué à sauver des Juifs, éviter l'Holocauste. Karl Lutz, sa fille était présente, a sauvé en donnant, sans demander au Conseil fédéral. C'était peut-être difficile à l'époque, parce qu'il y avait quand même des conseillers fédéraux, hélas, qu'on veut oublier, qui étaient pro-allemands, pro-nazis. Il a donné le passeport à 62 000 Juifs, donc comme ça, échappé au camp de la mort. Et puis nous aurons prochainement, jeudi, un débat sur ville et nature, mariage contre nature, avec de nombreux invités, dont le syndic de Nyon, Daniel Rosselin, qui vient d'être élu, mais aussi des spécialistes de la branche. C'est un autre sujet, bien évidemment. Nous essayons d'avoir des sujets qui intéressent aussi, bien évidemment, de près ou de loin, tous ceux qui réfléchissent à la politique municipale ou cantonale. Voilà, j'aimerais saluer bien évidemment mon ami et camarade Pascal Lamy, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OMC. Je ne le présente plus. Esther, dans un instant, va rappeler son CV, son brillant CV. Pascal, nous l'avons reçu il y a à peu près un mois et demi ici, pendant une heure, avec Bertrand Delanoë, qui est en visite le maire de Paris, en visite officielle à Genève avec le comité d'organisation de l'Association internationale des maires francophones. Et ce fut un moment assez important. On a entendu une sorte de conférence de Pascal sur la crise actuelle. J'étais
très enrichissant et vraiment brillantissime. Olivier Le Schutter, qui est rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de l'alimentation depuis une année à peu près, qui a succédé au Suisse le plus connu à l'étranger à l'heure actuelle, en tout cas le politicien, le seul politicien suisse connu à l'étranger. Jean Ziegler, les grands esprits se rencontrent. Et donc rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation et la libéralisation du commerce et l'OMC, aide ou entrave au droit à l'alimentation, c'est une question que nous nous sommes posées. Et j'aimerais aussi remercier bien évidemment Caroline Demaine, à qui je vais passer la parole, l'ONG 3D. C'est grâce à elle aussi qu'on a pu mettre sur pied, merci Madame, qu'on a pu mettre sur pied ce débat aujourd'hui. Et après, bien évidemment, une des meilleures journalistes de la télévision suisse romande, Esther, qu'on ne présente plus. Il n'y a pas de contradicteur. Tout le monde est, il fait l'unanimité. Va diriger donc ce débat. En tout cas, merci à toutes. Et je salue aussi l'ambassadeur, j'ai oublié l'ambassadeur de la francophonie auprès des Nations Unies. Merci d'être présent à chaque débat, même les débats les plus municipaux, c'est-à-dire pour certains cloche-merlès. Il est présent, merci, monsieur l'ambassadeur. Alors Caroline, je vous passe la parole et merci d'être venus si nombreux ce soir au Palais Hénin et bienvenue. Alors merci pour cet accueil et merci surtout d'accueillir ce débat dans cette belle salle. Je prends la parole en tant que fondatrice de l'association 3D, donc co-organisatrice du débat de ce soir, et au nom de la directrice de 3D, Violette Coupamer, qui est dans le public. Alors l'association 3D est établie sur la conviction que le commerce et droits humains ne sont pas incompatibles, et même que libéralisation du commerce et respect des droits humains peuvent tout à fait coexister, à condition bien sûr de respecter certains principes de base. Donc ce n'est pas seulement la beauté du lieu où nous nous trouvons ce soir qui nous enchante, mais aussi la valeur symbolique. En effet, Genève est hôte de l'Organisation mondiale du commerce et d'autres institutions à vocation économique, mais aussi elle a une tradition humanitaire bien connue. C'est pour cela qu'on a été particulièrement heureux que ce débat ait été accueilli ici, en la Genève genevoise. Elle aurait pu se faire dans la Genève internationale, mais je pense que cette valeur symbolique est importante et cela nous enchante particulièrement. Une autre des raisons d'être de l'association 3D, c'est d'améliorer la compréhension des synergies justement qui existent entre les protections des droits de l'homme et le commerce, la libéralisation du commerce. Donc c'est pour cette raison qu'on est ravis que les deux débattons de ce soir et accepter notre invitation. Après tout, qui de mieux que Pascal Lamy pour présenter l'Organisation mondiale du commerce et la libéralisation, en particulier de l'agriculture, et qui de mieux qu'Olivier Le Schutter pour parler du droit à l'alimentation. Et sur ce, en la remerciant aussi très sincèrement de sa présence, je passe la parole à Esther Mamar-Bachi pour lancer le débat. Merci beaucoup Caroline, merci à vous tous, merci d'être là. Alors, faut-il présenter encore Pascal Lamy? Manuel Dornin a posé cette question. Eh bien oui, on va encore présenter Pascal Lamy ce soir, directeur de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Vous êtes directeur depuis 2005, vous venez d'être reconduit pour un deuxième mandat. Facile, me direz-vous, puisqu'il n'y avait pas d'autres candidats. C'est vrai qu'il faut être un petit peu kamikaze pour être à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, surtout que les altermondialistes donnent beaucoup, souvent, de la voix, peut-être on les entendra ce soir, d'autant aussi qu'on est en période de crise, et c'est vrai qu'en période de crise, eh bien, le libéralisme, la concurrence, les marchés, ce n'est pas vraiment à la mode. Mais Pascal Lamy, je crois que vous n'avez pas peur d'être impopulaire. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même un jour, je l'ai lu en tout cas, l'OMC, avez-vous dit, a une très grande notoriété, mais une faible popularité. L'ex-commissaire européen, de toute façon, en a vu d'autres. Et puis, quand on aime la course à pied, quand on est marathonien, rien ne peut nous arriver. Il suffit juste d'être endurant. Olivier Le Schutter, lui aussi un petit côté kamikaze, pas tellement parce qu'il a accepté d'être rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation,
mais surtout Emmanuel Tornard le rappelait, parce qu'il a succédé au plus célèbre de nos concitoyens, en tout cas le plus célèbre à l'étranger. Je vais bien sûr parler de Jean de Sigler, mais pour un Belge, ce n'est pas vraiment une gageure, succéder à un Helvète, ce n'est pas non plus une gageure que d'affronter ce soir le patron de l'OMC. Le Belge va donc affronter ce soir l'énarque français, Pascal Lamy. Bon, il faut dire quand même que le petit Belge Olivier de Scouter est quand même un éminent professeur de droit international des droits de l'homme. Il enseigne en ce moment même à l'Université catholique de Louvain. Il a aussi enseigné à Paris et à New York, excusez du peu. Son credo à lui n'est pas le libéralisme, mais les droits de l'homme. Et pour lui, il n'y a pas de doute, le droit de s'alimenter est bien le premier des droits de l'homme. Reste à savoir, bien sûr, si ce droit fondamental, le droit à l'alimentation, est oui ou non favorisé par l'OMC. C'est ce que vous allez nous dire ce soir, monsieur de Scouter. Vous avez 8 minutes, à peu près, m'a-t-on dit. Et puis après la parole, eh bien, on vous la laissera. Pascal Lamy. Merci beaucoup Esther. Je voudrais d'abord remercier Pascal Lamy de cette discussion que nous aurons ce soir et puis vous féliciter pour votre réélection à la tête de l'OMC. Je me réjouis que quelqu'un d'aussi soucieux de gouvernance mondiale rempile à la tête de cette organisation qui peut-être a trop souvent développé son droit à l'abri d'autres ordres juridiques. Alors, je voudrais répondre à la question d'Esther et partir effectivement de l'alimentation et peut-être dissiper l'un ou l'autre fantasme mal entendu qui existe à propos de ce droit qui est un droit de l'homme traditionnellement reconnu. Peut-être premier malentendu à écarter, le droit à l'alimentation, ce n'est pas une production plus grande de nourriture. Je veux dire par là qu'il ne suffit pas de produire davantage pour garantir toute personne contre la faim. Il ne sert à rien de doubler, de tripler les volumes de production si un très grand nombre de personnes, comme près d'1 milliard aujourd'hui dans le monde, n'ont pas un pouvoir d'achat suffisant pour se procurer la nourriture disponible. Deuxièmement, le droit à l'alimentation, ce n'est pas le droit d'être nourri. Alors, dans certains cas, les États ont l'obligation de fournir de la nourriture aux populations en détresse, mais essentiellement le droit à l'alimentation, c'est le droit de produire la nourriture ou le droit d'avoir des revenus suffisants pour se procurer la nourriture sur le marché. Et ceci est important à préciser parce que le regard que l'on jette sur le commerce international à partir du droit à l'alimentation est un regard nouveau et différent de celui que l'on jette habituellement sur le commerce international à partir d'un point de vue d'économiste. La question qui nous importe du point de vue du droit à l'alimentation, ce n'est pas si le commerce international va augmenter la production globale, ce n'est pas de savoir si ça va permettre aux États d'augmenter leurs exportations. La question est de savoir au bénéfice de qui est-ce que ces exportations vont se faire, quels seront les perdants, quels seront les gagnants, quelles sont les inégalités qui vont croître ou au contraire se rétrécir. On ouvre de ce point de vue-là la boîte noire de l'État, si vous voulez, la boule de billard opaque, pour prendre l'image de Georges Abissal, et on se demande dans l'État qui gagne, qui perd, et est-ce que les perdants seront véritablement protégés de l'impact négatif de la libéralisation commerciale. Et puis on s'interroge sur l'impact qu'a la libéralisation sur les plus vulnérables. Pas sur les secteurs d'exportation, sur les plus vulnérables. Les petits paysans, 50% du milliard de personnes qui ont faim sont des petits paysans qui vivent sur 2 hectares de terre en moins. Les travailleurs sans terre, les pauvres des villes, d'autres producteurs indépendants de nourriture qui, par exemple, dépendent de la pêche sur des produits de la forêt. Et donc, c'est avec ce prisme que j'ai abordé la question de l'OMC, au départ d'une mission que Pascal Lamy a eu la gentillesse de favoriser, dans un esprit, je crois, de très saine coopération, pour essayer d'examiner, au fond, vers quoi nous allions. Avec ce programme de réforme dans le cadre de l'accord sur l'agriculture des accords de l'OMC, et quels seraient les impacts sur le droit à l'alimentation d'une libéralisation plus accentuée encore, quels sont les dangers peut-être que l'on sous-estime dans ce processus. Les constats sont complexes et je ne peux pas les énumérer tous ici, je m'en tiendrai à 4 remarques. 2 d'entre elles sur le plan macroéconomique et 2 d'entre elles sur le plan microéconomique. Avec ça, je pense que j'aurais brossé au fond le décor. Sur le plan macroéconomique d'abord, je dois souligner ceci, c'est que la libéralisation du commerce se fonde sur l'idée d'une division internationale du travail dans laquelle chaque État se spécialise dans ce en quoi il y a un avantage comparatif. C'est la théorie classique de Ricardo que nous connaissons tous. Ce que l'on ne pose pas comme question, parce que Ricardo ne la posait pas lui-même,
c'est l'évolution dans le temps qui résultera de la spécialisation de chaque pays dans tel ou tel produit, et c'est la dimension qualitative de ce que produit chaque État. Ce n'est pas la même chose que de produire du tissu ou de produire du vin. Ce n'est pas la même chose que de se spécialiser dans l'agriculture ou de produire des ordinateurs. Et ce n'est pas la même chose parce que dans l'agriculture, les rendements sont décroissants, on a toujours besoin d'investir plus pour la tonne de blé supplémentaire par hectare, alors que dans l'industrie, dans les services, les rendements sont croissants, plus l'on produit, et moins cher l'on produit l'unité marginale de produit. Et donc je pense que la division internationale du travail est au fond un idéal dont il faut peut-être se défier. Si elle empêche certains pays de monter l'échelle du développement, si elle oblige les pays à se confiner à certaines productions qui n'ont aucune chance de garantir un développement suffisamment diversifié, et c'est au fond la raison pour laquelle en 1971, Eduardo Galeano disait « La division internationale du travail, c'est un système dans lequel les uns se spécialisent à perdre, tandis que d'autres se spécialisent à gagner. » Deuxième réflexion, toujours sur le plan macroéconomique, c'est que les années 80 et 90 ont été des années de libéralisation très rapide du commerce international, y compris en matière agricole, bien que beaucoup moins que dans d'autres secteurs. Et qu'est-ce qu'on a vu? Au fond, on a vu beaucoup de pays encouragés à se spécialiser dans des cultures d'exportation, le coton, le café, le thé, le tabac, le cacao, et à compter sur les marchés internationaux pour alimenter la population. Et ceci a créé une situation de dépendance très grande. Ces pays sont devenus dépendants pour le revenu d'exportation de matières premières qu'ils exportaient dont les cours baissaient de manière parfois dramatique. Et puis, ils sont dépendants quant à leurs importations lorsque les prix brutalement augmentent sur les marchés internationaux. Ils ont du mal à soutenir le choc. Les populations, on l'a vu en 2007-2008, subissent de plein fouet cette augmentation des prix parce que l'État est dépendant des importations. Et lorsque les prix sont trop bas, c'est l'inverse qui se passe, ce sont les producteurs locaux qui sont parfois obligés de quitter leurs champs, de rejoindre les bidonvilles des villes, parce qu'ils sont obligés de faire face à des produits dumpés sur les marchés internationaux, notamment parce que les subsides à l'exportation qui sont versés aux producteurs des pays de l'OCDE conduisent à des prix artificiellement poussés. Et donc ça, c'est au plan macroéconomique ce qui se passe. Et donc, j'en tire la conclusion de mon rapport que les États doivent éviter une dépendance excessive à l'égard des marchés internationaux, et je serais heureux si ceci suscite l'intérêt de m'expliquer sur l'utilisation de cet adjectif. Ensuite, sur le plan microéconomique, je crois qu'on sous-estime le fait que dans la chaîne de production et de distribution alimentaire, la libéralisation du commerce des produits agricoles a des impacts tout à fait considérables. Et ceci se repère à travers deux évolutions. D'abord, la libéralisation du commerce signifie une dualisation accrue du secteur agricole. Nous avons aujourd'hui dans le monde environ 2 milliards 100 millions de personnes qui vivent de la petite agriculture familiale. Parmi eux se recrute la majorité des affamés. Et puis nous avons un très petit nombre de très grandes fermes. À peu près 0,5% des fermes dans le monde ont une superficie de 100 hectares ou plus. Et ce sont évidemment ces plus grands producteurs qui captent les opportunités que crée le commerce international, avec beaucoup plus de difficultés pour les petits producteurs de bénéficier de cette opportunité. Et donc, cette dualisation du monde agricole, qui fait qu'il y a différents mondes véritablement de l'agriculture qui coexistent, s'accentue avec le développement des chaînes globales d'approvisionnement et l'accent mis sur les cultures d'exportation. Et puis, sur le plan microéconomique, ce qu'on doit constater aussi, c'est que la libéralisation du commerce international en matière agricole signifie l'allongement des chaînes de production et de distribution, et du coup, un pouvoir de plus en plus important de grands acteurs, les firmes de l'agroalimentaire, les acheteurs, les transformateurs, les distributeurs, qui ont un pouvoir de négociation extraordinairement fort par rapport aux petits paysans qui sont mal organisés, dispersés et qui peuvent jouer les uns contre les autres. Et le pouvoir de ces grands acteurs permet à ces grands acteurs de la chaîne agroalimentaire de capter une part de plus en plus grande de la valeur ajoutée sur la chaîne de production. Et donc on aboutit à cette situation qu'on a des prix qui sont trop hauts pour les consommateurs en bout de chaîne, mais qui restent trop bas, insuffisamment rémunérateurs pour les petits paysans qui ne peuvent pas véritablement vivre de leur récolte. La crise alimentaire, c'est cela. La crise alimentaire, ce sont des petits paysans
poussés vers les villes, incapables de vivre de leurs champs, qui sont relégués à une agriculture de subsistance parce que leur prix n'était pas assez rémunérateur. Et donc, j'insiste sur le fait que les États, en s'ouvrant au commerce international, doivent avoir conscience de cet enjeu. Ils doivent mesurer l'impact de ce qu'ils négocient. Ils ne le font pas. Pas un seul État ne fait d'études d'impact sur les droits de l'homme des accords commerciaux qu'ils nouent. J'ai parlé avec beaucoup d'ambassadeurs auprès de l'OMC. Le monde de l'OMC est un monde coupé du monde des droits de l'homme, alors que ce sont les mêmes États qui à la fois sont partis à des traités internationaux en matière de droits de l'homme et qui sont des membres de l'OMC. Et donc au fond, c'est au fond cette fragmentation du droit international que j'ai voulu surmonter, c'est cette schizophrénie des États qui me paraît problématique, et c'est cette incapacité de tenir compte des problèmes qu'éprouvent les États à s'adapter au choc du commerce international que j'ai voulu mettre en lumière dans mon rapport. Merci beaucoup. C'est vrai que vous relevez l'incohérence de certaines politiques, de certains États, ce manque d'impact d'études d'impact des effets de la libéralisation sur les droits de l'homme. Peut-être que vous y répondrez, Pascal Lamy, dans vos propos. J'ai essayé, bien sûr, c'est la règle du jeu. Mon point de départ sera le même que celui d'Olivier de Schutter. C'est le droit à l'alimentation qui est reconnu par la très vaste majorité des États de cette planète. Donc la question n'est pas de savoir s'il y a un droit à l'alimentation, la question est de savoir comment il est mis en pratique, si oui ou non il est mis en pratique. C'est évidemment une question majeure pour nous tous, compte tenu de la famine qui règne beaucoup d'endroits de cette planète et des perspectives à long terme d'évolution de l'offre et de la demande alimentaire mondiale, dont nous savons qu'elles sont marquées par un déséquilibre qu'il faut régler. Et l'essentiel de ma réponse, Olivier de Schutter, après avoir discuté avec lui, après avoir lu, analysé ses rapports, après avoir discuté du contenu de ces rapports avec un certain nombre de membres de l'OMC, dont certains partagent ces thèses, d'autres absolument pas. Mon observation principale, c'est que je pense qu'il simplifie à l'excès le problème. Je ne dirais pas intentionnellement, on verra ça dans le débat, mais je pense qu'il simplifie à l'excès le problème en focalisant sa critique et donc les remèdes qu'il propose sur les échanges commerciaux agricoles et sur l'OMC qui est en charge de leur régulation, au point, il vient de le faire, je remercie de sa franchise, de recommander de renoncer à l'excessive dépendance d'un certain nombre de pays du commerce international, ce que beaucoup, qui sont moins subtils que lui, traduisent par prôner l'autosuffisance alimentaire. Et je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Et je pense que, contrairement à ce qu'il a dit, cette idée que le commerce international est mauvais pour la mise en pratique du droit alimentaire est une erreur. Et je pense au contraire que l'ouverture des échanges, à condition d'être régulée, est plutôt du côté de la solution que du problème. Alors pourquoi ? Pour trois raisons essentielles. La première, c'est que l'échange international n'est qu'un aspect parmi beaucoup d'autres des conditions qui permettent une nourriture disponible et abordable. Deuxièmement, parce que la faim est aujourd'hui un problème qui n'est plus seulement un problème rural, mais qui est devenu un énorme problème urbain dans tiers monde, et parfois dans notre monde. Et puis troisièmement, parce qu'un commerce international mieux régulé des denrées agricoles, c'est possible, et ça peut apporter, à mon sens, une contribution décisive pour réduire la faim dans le monde. Alors d'abord, pourquoi Olivier de Schutter se concentre-t-il autant sur le commerce international ? Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que le commerce
international des produits agricoles, c'est une toute petite partie du commerce international. Et ce qui rentre dans le commerce international, du point de vue de ce qui est produit par les agriculteurs, c'est une toute petite partie de ce que produisent les agriculteurs. Et donc là, à mon avis, il y a un effet de prisme, dont je ne sais exactement à quoi il tient, mais rappelons-nous que les importations, c'est 1%, dans le cas d'Inde, c'est 1% de la valeur de la production. C'est 8% en Indonésie, c'est 9% au Kenya. Bon, manifestement, ça n'est pas le problème majeur. Pourquoi cette focalisation et pourquoi pas parler de ce qui, à mon sens, l'expérience, sont des vrais obstacles à la mise en place de réglementation, les structures agricoles, les régimes de propriété, les infrastructures de stockage, de transport, de distribution, les marchés de crédit, dont chacun sait que les agriculteurs dépendent d'autant plus qu'ils sont pauvres pour financer leur campagne, l'accès à l'eau, etc. Et moi, quand je suis sur le terrain, au Burundi, au Cambodge, en Inde, les paysans et les ONG qui s'occupent de pauvreté dans ces pays ne me posent pas la question du commerce international. Elles me posent toutes ces questions. Alors, peut-être est-ce que c'est à venir dans les rapports du rapporteur spécial des Nations Unies, j'espère. On n'a fait que commencer par un aspect du problème, peut-être celui qui est politiquement, disons, le plus brillant, et j'espère qu'on va à un moment, et peut-être ce faudra, parler aussi des autres. Et donc, en ce sens, je pense que votre prisme, Olivier, est incomplet. Il est trop partiel. La deuxième raison, c'est que la faim, qui demeure tragédie majeure du monde d'aujourd'hui, n'est plus seulement un problème global. Et quand on lit vos rapports, vous avez d'ailleurs dit des choses un tout petit peu différentes ce soir, et je pense que ça va dans le bon sens. Quand on lit vos rapports, on ne parle que des petits paysans producteurs. Or, la famine et la pauvreté sont des questions aujourd'hui urbaines, et dans certains pays en développement, essentiellement urbaines. La faim, je crois que Amartya Sen l'a démontré de manière absolument convaincante, la faim, c'est d'abord une question de pauvreté. C'est d'abord une question de revenus, c'est d'abord une question d'insuffisance de revenus pour avoir accès à la nourriture, soit pour des raisons de disponibilité, soit pour des raisons de prix, parce que les prix sont trop élevés. Et d'ailleurs, on a très bien vu pendant la crise, il y a des populations qui avaient accès à la nourriture et qui sont devenues pauvres, tout simplement parce qu'elles n'avaient plus accès à la nourriture. Elles sont tout d'un coup sorties du circuit de fourniture alimentaire. Et donc, je crois que ça c'est très important, et j'espère qu'on va pouvoir le confirmer dans la discussion, c'est plus seulement une affaire de producteurs. C'est aussi beaucoup une affaire de consommateurs, même si la proportion des revenus qui sont consacrés à la nourriture dans les pays en développement a été un signe important du développement des dernières décennies, a beaucoup baissé, c'était disons 60% dans les années 70, maintenant on est dans une fourchette entre 30 et 50%, ce qui, de ce point de vue-là d'ailleurs, est une bonne évolution. Enfin, troisièmement, je crois, comme 3D, si bien compris, que l'ouverture des échanges peut et donc doit, compte tenu de l'urgence du problème, aider à la mise en œuvre du droit à l'alimentation. D'abord parce que il faut permettre à ceux qui produisent eux ou mal d'avoir accès à ceux qui produisent beaucoup et bien. Et ça, le droit de transmission, ça s'appelle le commerce. Ça s'appelle le commerce local, ça s'appelle le commerce régional, ça s'appelle le commerce continental, et ça s'appelle le commerce mondial. Il n'y a pas 36 manières de mettre en communication les endroits où on n'a pas assez et les endroits où on a trop. Et dans le grand jeu de chaise musicale de l'histoire, quand le sifflet a retenti et que chacun s'est retrouvé assis à l'intérieur de ses frontières, c'est clair qu'il y en a un certain nombre qui se sont trouvés bien dotés et d'autres mal dotés. Et je ne me vois pas recommander aux Yéménites de pratiquer l'autosuffisance alimentaire, ni de leur conseiller, comme vous le faites, si j'ai bien compris, de dépendre au moins du commerce international. Donc, je ne prendrai pas cette responsabilité.
Deuxièmement, parce que beaucoup de pays en développement, et de ce point de vue-là, le monde a changé depuis 20 ans, ont désormais des niveaux de productivité qui sont bien meilleurs que les puissances agricoles historiques. En termes de rendement, l'Égypte fait mieux que la France, le Tchad fait mieux que l'Italie sur le riz, et la Chine fait mieux que la Grande-Bretagne sur le sucre de betterave. Donc cette idée qui figure dans vos rapports que tout ça n'est pas possible parce que le commerce met en relation des niveaux de productivité qui sont infailliblement très mauvais pour le Sud et infailliblement très bons pour le Nord, désolé, mais ça, les chiffres ne disent plus ça aujourd'hui, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'OMC, tout un tas de pays du Sud poussent pour l'ouverture de l'échange agricole. Alors, peut-être qu'ils ont tort, selon vous, mais ceux qui parlent pour les pays en développement à l'OMC, on est bien obligé de les écouter. Ils doivent avoir une certaine notion de leur propre intérêt. Et donc ça n'est plus un problème nord-sud, d'ailleurs ça n'est plus un problème nord-sud du plan macroéconomique, puisque les échanges nord-sud en matière agricole sont aujourd'hui équilibrés. Les pays du Sud exportent autant vers les pays du Nord que les pays du Nord exportent vers les pays du Sud. Alors évidemment, et j'espère qu'on va en parler aussi, tout ceci n'est vrai qu'à un certain nombre de conditions, et notamment si la concurrence cesse d'être faussée, comme elle l'est encore aujourd'hui, par des barrières douanières ou par des subventions absolument massives. Et c'est là qu'intervient l'OMC dans sa mission de régulation, dans ce chapitre majeur du round actuel, qui est le chapitre agricole. Et c'est d'ailleurs là, et j'aimerais bien en convaincre Olivier de Schutter, je n'ai pas réussi à le faire jusqu'à présent dans les discussions que nous avons eues, que assimiler l'OMC à la libéralisation, ça n'est pas juste. C'est faux. L'OMC, c'est aussi assimilé à la régulation, et d'ailleurs j'ai apporté là la Bible de l'OMC. L'OMC c'est ça, c'est 600 pages de code, de texte, et si c'est pas de la régulation, on va savoir ce que c'est. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, il y a beaucoup à faire, cette négociation a beaucoup avancé, et elle résultera dans des bénéfices pour les pays en développement, qui sont d'ailleurs ceux que vous recommandez dans vos rapports, c'est-à-dire une réduction des barrières tarifaires, et notamment des tarifs les plus élevés et de tout ce qu'on appelle l'escalade tarifaire sans rentrer dans trop de jargon, une réduction très importante des subventions dans les pays du Nord qui faussent les échanges, États-Unis, Europe, Japon, en gros moins 80%, ce qui est pas mal quand on compare à ce qui s'était passé dans le round précédent. Et donc, il y a là un potentiel de remise à niveau, de remise d'équerre de ces systèmes dont, évidemment, le commerce met en communication et dont il faut qu'ils soient dans des conditions de production et de commercialisation aussi, sinon identiques, du moins analogues. Il faut aussi préserver les marges de manœuvre du point de vue des politiques commerciales et donc des politiques alimentaires des pays en développement, et ce sera le cas avec le résultat de cette négociation. Les PMA garderont, après le round, si c'est conclu sur la base de ce qu'il y a sur la table, des plafonds tarifaires, c'est-à-dire des autorisations d'augmentation de tarifs de l'ordre de 70%, alors qu'en moyenne, ils appliquent 15%. Donc là, il y a des marges de manœuvre, contrairement à ce que je dis ici ou là dans vos rapports. Ils auront aussi, contrairement à ce que je dis ici ou là dans vos rapports, des marges de manœuvre en matière de subvention. Alors vous direz, donner des marges de manœuvre en matière de subvention aux pays pauvres, c'est pas donner grand-chose, parce que par définition, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Sauf que l'expérience prouve que des pays comme le Brésil, comme l'Inde, comme la Chine, peuvent les utiliser. Et donc, ils auront des marges de manœuvre. Avant le round, les plafonds de subvention, c'était 60% pour les pays du Nord, 40% pour les pays du Sud. Après le round, ce sera 75% pour les pays du Sud, 25% pour les pays du Nord. Là, effectivement, il y a des marges de manœuvre. Je ne parle pas de la clause de sauvegarde spéciale, qui effectivement permettra aux pays en développement de faire face à des bouffées d'importation si le commerce menace leur système agricole et alimentaire. C'est vrai que tous les paramètres de cette clause ne sont pas encore négociés, mais le principe a été politiquement accepté. Et donc, en ce sens, et là
l'agriculture garde un traitement ultra spécifique à l'OMC. On peut subventionner l'agriculture sous certaines conditions, on peut avoir des tarifs plus élevés sous certaines conditions, et donc cette idée que l'OMC, côte à côte, libéralisatrice, va mettre l'alimentation au même régime que les chaussettes ou les pneus, qui, je crois, est une de vos craintes de ce point de vue-là, rassurez-vous, ça n'est pas le cas, et ça ne sera pas le cas avant très très longtemps, à supposer que ça doit être le cas. Conclusion, sous des conditions, dont certaines dépendent du succès de la négociation à l'OMC, je crois que davantage d'ouverture des échanges, c'est une contribution positive à la réduction de la faim et à la mise en pratique du droit à l'alimentation. Je pense que cet appel à l'autosuffisance ou à la souveraineté alimentaire n'est pas juste. Et pour tout dire, on n'est pas responsable. Je pense que la souveraineté alimentaire des uns, c'est la servitude alimentaire des autres. La faim ne connaît pas de frontières. Et ça, je crois qu'il faut regarder l'ensemble du problème économique sous cet angle, comme toutes les affaires de droits de l'homme. Ça dépend, le respect, leur mise en œuvre, leur mise en pratique, et nous en sommes, parce que nos membres ont reconnu et ratifié les conventions sur les droits de l'homme, nous en sommes. C'est une affaire de politique. Il y a des bonnes politiques qui favorisent les droits de l'homme, les droits à l'alimentation, il y a des mauvaises politiques qui défavorisent les droits de l'homme et les droits à l'alimentation. Et donc je voudrais être sûr que vous êtes du bon côté de ce point de vue-là. Alors on va poser la question à Olivier, notamment, disons, la question principale que vous pose dans le fond Pascal Lamy. Vous avez fait beaucoup de griefs, je ne sais pas si ce soir vous allez vous réconcilier, mais en tout cas, dans le fond, il vous dit pourquoi vous attaquez à l'OMC, le problème de la faim, le problème de l'agriculture. Ce n'est pas avant tout un problème de libéralisation, mais c'est un problème de structure, c'est un problème de marché, c'est un problème d'accès au crédit. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je pense qu'il y a une autre confusion. D'abord, il est assez difficile de discuter dans ces conditions parce que, d'un côté, Pascal Lamy, à juste titre, souligne les distorsions qui existent dans le commerce international actuel et dit, au fond, il faut les écarter, ces distorsions, pour permettre au commerce de s'épanouir mieux. Et puis d'un autre côté, chaque fois que l'on trouve des défauts à ce programme de réforme qui va dans le sens, très inachevé, mais qui va dans le sens de la libéralisation commerciale, il dit, mais en fait, l'agriculture est traitée très spécifiquement dans l'OMC, donc ce n'est pas de la libéralisation, etc. Donc, je ne sais pas très bien, au fond, mais après tout, c'est une cible mouvante à laquelle il est difficile, du coup, de répondre. Je pense que sur le plan, maintenant, de ce qui nous différencie, à côté de beaucoup de choses avec lesquelles nous sommes d'accord, à commencer par la primauté du droit à l'alimentation, je pense qu'il y a d'abord une confusion. Moi, je ne parle pas d'autosuffisance. Le mot n'est pas dans mon rapport. Je parle d'une dépendance excessive qu'il faut éviter. Pourquoi ? Et la dépendance excessive, c'est un mot qui est délibérément vague, parce que ça veut dire que les États doivent faire des choix selon des procédures démocratiques pour choisir quelle est leur politique agricole, quelle est leur politique alimentaire, sans que ces politiques doivent être déterminées par leur dépendance vis-à-vis du commerce international. Que ce soit parce qu'ils veulent gagner des revenus d'exportation en se spécialisant dans certaines cultures d'exportation, ou que ce soit parce qu'ils sont devenus dépendants des marchés internationaux, victimes d'une sorte d'assuétude à des prix bas pendant des années, en raison des subventions versées aux producteurs du Nord. Donc je ne parle pas d'autosuffisance, et la souveraineté alimentaire, dont je ne suis pas un grand spécialiste, ce n'est pas l'autosuffisance. C'est la possibilité pour chaque pays de faire des choix, sans que ces choix soient dictés par le système du commerce international. Et donc, je pense qu'effectivement, les pays qui sont trop dépendants, c'est-à-dire qui n'ont pas les moyens, au fond, de faire face à la volatilité des prix sur les marchés internationaux, dont on sait qu'elle va continuer, qu'elle va s'aggraver avec le changement climatique, ces pays-là sont dans une situation très vulnérable s'ils misent leur sécurité alimentaire sur un pari. C'est que le commerce international va toujours pouvoir servir leurs besoins alimentaires. Et qu'ils auront toujours les moyens de faire face au type de choc qu'on a connu en 2007-2008. Je pense qu'un des enseignements de cette crise alimentaire, sur lequel il y a consensus, c'est que les pays ont trop fait pour
s'inscrire dans la division internationale du travail en matière agricole et alimentaire, qu'ils ont négligé les cultures vivrières par rapport aux mesures d'exportation, qui se sont placés dans une situation vulnérable. Les pays les plus frappés, ceux qui ont eu des problèmes de balance des paiements, de balance commerciale sérieux en 2007-2008, ce sont les pays qui sont passés d'une certaine autosuffisance qu'ils avaient dans les années 60-70 à une dépendance de plus en plus forte. Les importations en termes monétaires ont quintuplé, sextuplé pour les pays moins avancés, par exemple, entre 1990 et 2000. Donc, voilà au fond ce que je dis, c'est que les pays doivent éviter cette vulnérabilité parce que je pense que les prix internationaux, contrairement, et là je sais que vous allez prendre l'exemple du riz, dont 6,5-7% font l'objet de mise en circulation de commerce international, c'est un marché très étroit, donc il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'entrave à la circulation du riz. Mais ce que je crois, c'est que le commerce international est une source de volatilité et pas une source de stabilité des prix. Et c'est une source de volatilité pour des raisons que je pourrais expliquer. Je sens que Esther est impatiente de vous repasser la parole. Mais je serais heureux pour ma part qu'on ait une discussion sur les sources de la volatilité des prix sur les marchés internationaux. Et je suis convaincu pour ma part, je ne suis pas le seul, beaucoup le disent, qu'à l'avenir cette volatilité sera d'autant plus grande. Et ma réponse, c'est de dire que les pays doivent avoir des prix sur le plan national, sur le plan local, qui sont suffisamment rémunérateurs pour les producteurs et suffisamment stables pour les consommateurs, et qui doivent développer des moyens de ne pas indexer les prix locaux sur l'évolution des prix sur les marchés internationaux. Ceci, c'est une véritable impasse. C'est extrêmement dangereux, et c'est essentiellement ce que j'essaye de dire dans mon rapport. Alors, on va peut-être laisser répondre Pascal Lamy sur cette question très précise de la volatilité des prix. Est-ce qu'effectivement, cette volatilité des prix va s'accroître ou pas? D'abord, pour être complet, vous me dites que vous ne parlez pas et que vous ne prônez pas l'autosuffisance alimentaire. J'en prends acte, et j'espère que tous ceux qui interprètent vos recommandations dans ce sens recevront le même démenti que celui qu'on vient de recevoir. Deuxièmement, sur la volatilité, il y a toujours eu, il y a par construction, dans tout système agricole, une volatilité des prix. Il n'y a pas besoin du commerce international pour rendre les prix volatiles. Le cycle du cochon n'a jamais attendu le commerce international ni son ouverture. Il y a des tas de raisons, pas des données, mais on pourra rentrer parce que c'est très intéressant. Par définition, la production agricole, parce que c'est un capital fixe qui ne peut pas bouger, parce que quand on a planté sa récolte, on ne peut pas s'arrêter, comme quand on produit des chaussettes, parce que la demande, en général, n'est pas très élastique au prix, ça se traduit par la volatilité des prix. Et la seule question qui vaille, à mon avis, c'est de savoir si le commerce international, l'ouverture des échanges, accentue ou non cette volatilité des prix. Et là-dessus, les économistes ne sont pas d'accord. Il y a d'un côté ceux comme vous qui disent on pense que ça va augmenter la volatilité, et il y en a d'autres qui disent si on veut réduire la volatilité des prix, il faut augmenter la taille des marchés. Ça, c'est votre point de vue. Parce que des marchés plus profonds, et je n'ai pas besoin de prendre l'exemple du riz qu'Olivier de Sutter a pris lui-même en répondant lui-même à sa propre objection. Troisièmement, exact, et là-dessus je suis tout à fait d'accord avec lui, il y a insuffisance d'investissement dans beaucoup de pays du tiers-monde en matière agricole. La raison des chiffres que vous avez cités, et qu'il faudrait mettre sur la table, sur la différence entre l'autosuffisance dans les années 60 et l'autosuffisance aujourd'hui, évidemment, c'est la population. C'est la partie de la planète où le nombre de bouches à nourrir a explosé. Forcément, il n'y a aucune raison pour que les systèmes agricoles aient l'élasticité nécessaire pour répondre à l'explosion de cette population. Donc c'est ça la cause de cette augmentation de la dépendance, ça n'est pas le commerce international. Et enfin, si on regarde le choc 2007-2008, précisément, là où il s'est passé, là où il a été le plus dur, c'est quand ce choc a été aggravé par, et je crois que vous serez d'accord avec moi là-dessus, par des obstacles aux échanges. Et notamment par des interdictions d'exportation. Parce que sous prétexte de maintenir le prix chinois, alors que les prix mondiaux augmentent,
je mets les restrictions d'importation, à ce moment-là, les prix mondiaux augmentent encore plus, et c'est ceux qui ne produisent pas qui payent l'addition de ce que je fais chez moi. Et disons, s'il y a un secteur qui n'est pas assez régulé, de mon point de vue, l'OMC, et il y a des raisons précises pour lesquelles les membres de l'OMC n'ont pour l'instant pas voulu entrer dans cette négociation, c'est le problème des restrictions commerciales à l'exportation. Alors je crois que Manuel Tornard et Caroline Domaine ont aussi voulu ce débat citoyen. Alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Monsieur, Oui, question. je ne sais pas si vous avez un micro. Normalement il y aura des micro-baladeurs, ça sera plus simple parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde jusqu'au fond. Oui, alors Eric Lavoie, je suis ingénieur agronome. J'aimerais que monsieur Lamy m'explique. Il nous dit que l'alimentation, l'ouverture du commerce sera bon. Mais expliquez-moi comment le milliard de paysans qui travaillent à la main, sans machine, sans même un cheval ou sans même un bœuf, arriveront à concurrencer les paysans européens en produisant par tête environ 1000 jusqu'à 2000 fois moins. Je n'arrive pas à comprendre votre position sur ce sujet. Oui. Bon, si vous voulez, la réponse à ça, elle est dans l'histoire du développement. Ce que vous dites était vrai du Brésil il y a 50 ans. C'est faux maintenant. Le Brésil est devenu un des producteurs les plus efficaces de la planète. C'était sans doute vrai de la Chine. La Chine reste un gros importateur net, mais la productivité a augmenté énormément. Il y a un potentiel d'augmentation de la productivité énorme dans beaucoup de pays en développement, et encore une fois, ce n'est pas des vues futuristes, ça s'est passé depuis 50 ans de manière constante, et il ne faut pas, effectivement, que les pays du Nord handicapent la traduction en termes de croissance et de bien-être pour ces pays par des subventions. Et vous savez aussi bien que moi, que si vous retirez les subventions agricoles aux États-Unis et en Europe, il ne restera pas beaucoup de producteurs. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, y compris à l'OMC, on accepte de légaliser les subventions, ce qu'on ne fait pas en matière industrielle, dès lors que leur objectif est qu'ils ont d'ordre socio-environnemental. Donc, il n'y a pas, ça n'est pas du tout une impossibilité. Olivier de Scooter, vous aviez aussi quelque chose à rajouter par rapport à ça? Mais, en réalité, il y a plusieurs choses que je voudrais dire sur l'intervention précédente de Pascal Lamy, si je puis, sur la question de la volatilité, parce que je ne partage pas du tout cette idée que la volatilité a pour source un marché trop étroit seulement. Ce que vous disiez. Ok, mais vous disiez le commerce international de bonnes raisons. Volatilité. J'ai dit qu'il y a de bonnes raisons intrinsèques dans tout le système agricole, ouvert ou non sur le système, sur le commerce. Là-dessus, on est d'accord, je pense. Je veux simplement dire que la volatilité a pour source à la fois des phénomènes météorologiques, une inélasticité de l'offre et de la demande, donc il n'y a pas de régulateur naturel, vous y avez fait allusion, mais aussi pour source un phénomène très connu des économistes. On a pensé en première année d'économie politique, c'est le phénomène du cobweb, c'est-à-dire que les producteurs plantent à chaque saison en fonction des prix qu'ils anticipent de recevoir 4, 5, 6 mois plus tard. Et ça, c'est un réflexe que tous les agriculteurs ont en même temps, et leur réaction aux signaux du marché est une réaction qui va dans le même sens. Donc, au lieu que la mauvaise récolte des uns soit annulée par les bonnes récoltes des autres, de manière à ce que le marché international va permettre au fond d'atténuer cette volatilité, en fait, les prix fluctuent parce que tous réagissent au même type d'incitant. Et ceci veut dire qu'il faut, au plan national, des politiques qui évitent ces trop grandes volatilités des prix. Et c'est vrai, y compris pour les pays qui sont relativement autosuffisants dans leur production, ils doivent avoir des mécanismes de gestion de l'offre qui permettent de garantir des revenus adéquats aux producteurs, parce que c'est un désincitant très considérable de cette volatilité pour les producteurs, et ils doivent avoir des politiques qui garantissent des prix stables pour les consommateurs. Et je pense qu'il y a des systèmes qui peuvent fonctionner et qui sont une alternative à cette volatilité qui n'est pas une fatalité. Donc je voudrais dire, je ne partage pas cette idée qu'en s'ouvrant au fond à ce commerce international et en acceptant que les prix sur les marchés domestiques suivent l'évolution des courbes du commerce international, ce qui est le résultat, même si
une petite proportion des produits est importée, c'est le résultat sur les produits locaux. Je ne partage pas cette idée que ça peut réduire la volatilité. Je pense qu'il faut une autre politique et je pense qu'il faut par conséquent aller dans une autre direction. Vous négligez la capacité que les pays ont gardée, et surtout les pays en développement, de mettre des écluses entre les prix internationaux et leurs propres... Je vous ai cité les chiffres. Vous êtes donc en faveur de ces écluses, comme vous les appelez. Ils sont dans les règles de l'OMC. Est-ce que vous avez la régulation? Mais quand un PMA a un tarif plafond de 70%, je me réjouis que nous soyons d'accord dès ce moment-là. Ce n'est pas une question de théorie, c'est une question de chiffres. Quand un PMA a un tarif plafond de 70% et un tarif appliqué de 15%, ça veut dire qu'il a 55% de marge de manœuvre. Alors, la raison pour laquelle il ne l'utilise pas, cher Olivier, est que dans beaucoup de ces PMA, s'ils montent les barrières à l'importation, les prix internes vont monter, ce qui va évidemment ravir les producteurs, sauf que, comme une grande partie de leur population est dans les zones urbaines, ils vont avoir des manifs le lendemain. Bon, et ça, c'est pas une affaire d'économétrie, c'est une affaire de gestion politique. Pour les non-initiés, un PMA, c'est... Pays les moins avancés, qui sont les plus pauvres des pays de cette pays. Donc cette idée qu'il suffit de manipuler les écluses pour régler les problèmes, n'allez pas expliquer ça à un responsable politique. C'est très bien pour des économistes. Alors, non, mais des prix trop bas sont en fait la raison pour laquelle on a eu cette crise alimentaire. Pendant 25 ans, les prix ont été trop bas. Ils n'étaient pas viables pour un fermier dans les biens développés. Je ne parle pas des grandes puissances agricoles, Brésil, Uruguay, Argentine. Je parle des pays les moins avancés, précisément, où des prix trop bas ont ruiné l'agriculture. Les campagnes ont été saignées à blanc pour que les pauvres des villes puissent manger à des prix abordables. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas soutenu suffisamment cette petite agriculture et qu'on a trop compté sur les marchés internationaux pour remplir ce besoin de consommation. N'allez pas expliquer aux pauvres des villes qui sont intoxiqués au prix trop bas. Franchement... alors apparemment, en tout cas, sur la volatilité des prix, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, malgré ce que vous pensiez, Olivier de Souterre. Je vous propose qu'on passe à un autre sujet. Demain se levait. Monsieur, on va vous passer le micro, et puis après, il y a d'autres mains qui se sont levées. Si vous pouvez vous présenter peut-être. Bonsoir, mon nom est Adriano, je suis spécialiste en développement économique, mais je parle comme citoyen aujourd'hui. Je suis allé au marché la semaine dernière, et ici en Suisse. Avant d'arriver ici, j'ai trouvé un peu bizarre déjà qu'il y a seulement 2 chaînes de supermarchés. Il n'y a pas la compétition. Dans mon pays, il y a en moyenne 30 chaînes de supermarchés différents. Après, je suis tenu que j'arrivais là, il y avait du riz des États-Unis partout dans ce supermarché. Et 2 petits paquets de riz commerce équitable. Et j'ai dit, waouh, la Suisse, elle travaille sur le commerce équitable. Après, je suis allé l'autre jour, j'ai vu du maïs vert des États-Unis, Californie. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de coopération nord-nord sur le marché agricole. Et à l'autre côté, croître beaucoup le commerce agricole entre les pays en développement, sud-sud. Je vous demande si vous pensez que ça va changer les prochaines années, qu'on va voir plus coopération nord-nord sur le marché agricole, et à l'autre côté, coopération sud-sud. Pas coopération, commerce. Sud-sud et commerce nord-nord. En partage, si vous pouvez m'expliquer un peu ça, s'il vous plaît. Merci. On suppose que vous venez du Brésil, monsieur. Je suis italo-brésilien, mais petit fermier au Brésil aussi. Alors, monsieur Lamy. Je laisse de côté le problème. La concurrence suisse. Je laisse de côté le problème de la concurrence suisse. Il n'y a pas de règles sur la concurrence à l'OMC, ce qui m'évite d'avoir à en parler en public. C'est un point sur lequel je suis sûr qu'on sera d'accord avec Olivier. Non, il y a, quand vous regardez les échanges agricoles aujourd'hui, hier et demain, ce qui est frappant, c'est effectivement que les zones d'augmentation de la consommation sont au sud et les zones d'augmentation de la production sont au sud. Et donc, la partie sud-sud de l'échange international est en croissance extrêmement rapide par rapport à une partie nord-nord. Étant entendu, quand on regarde de plus près, il faut distinguer entre, disons, les produits agricoles bruts et les produits transformés.
l'échange de produits agricoles bruts, dans le commerce mondial, il y a 8% même pas, de la partie qui rentre sous forme de produits agricoles bruts dans le commerce mondial. L'essentiel du commerce mondial, ce sont des produits agricoles transformés. Et de ce point de vue-là, en valeur, les flux nord-nord restent plus forts que les flux sud-sud. C'est en train de changer, je pense qu'on n'a pas de désaccord. Je pense que ce que la question d'Adriano Timossi met en lumière, c'est qu'au fond, on est dans une situation absurde, ce qu'on appelle le commerce redondant. C'est-à-dire que, part importante du commerce international et du commerce de produits que les pays produisent chacun pour ce qui le concerne et qu'ils s'échangent. On s'échange des pots de yaourt à travers l'Atlantique. On a des situations absurdes. Le cabillaud qui est pêché au large des côtes norvégiennes est découpé en Chine pour revenir sur les supermarchés norvégiens. Ceci, monsieur Lamy, n'est pas tenable dans un monde de ressources rares, dans un monde qui va vers le changement climatique. Ce genre de chaîne longue et de commerce redondant est extrêmement problématique. Je crois que ça tient, au fond, à cette incapacité que nous avons eue, je pense, de concevoir le développement et l'évolution de l'agriculture autrement qu'à travers l'échange international. Mais encore une fois, pas d'accord. Désolé, pas d'accord. Prouvez-moi que du point de vue environnemental, l'empreinte carbone de ce circuit n'est pas bonne. Nous avons des études, j'en ai fait faire, et je ne suis pas le seul. C'est toute cette affaire de Food Mines, Vonfleur, je ne parle pas de José Hernandez. On parle du poisson, le cabillaud c'est du poisson, monsieur Lamy. Regardons, produit par produit, chaîne par chaîne, regardez l'empreinte et regardez combien le consommateur de cabillaud qui va chez vous acheter son cabillaud au marché dans son 4x4, combien il a d'empreinte carbone par rapport à la chaîne de transformation du cabillaud. À ce moment-là, on peut en parler, les chiffres en main. Hein. Et j'ai travaillé, à la demande de beaucoup de pays en développement, que cette affaire de Food Mines, pour ceux qui sont des initiés, terrorisent, à juste titre, car ils y voient une réaction des agriculteurs européens, belges, néerlandais, français, pour essayer de revenir sur un certain nombre de concessions que les pays en développement leur ont arrachées dans la négociation internationale. Hein, donc, il y a effectivement un sujet, si je puis dire, développement du commerce et l'environnement, mais il faut regarder chiffre en main. Alors, question suivante. Il y avait un monsieur là qui avait levé la main. Puis on passera la parole aux dames. Nicolas Morsignac, également malheureusement ingénieur agronome et très impliqué dans les questions de développement dans les pays du tiers-monde. Je ne peux pas quand même vous entendre parler du Brésil. Il se trouve que j'étais ingénieur agronome au Brésil. Alors de parler du Brésil comme étant en parangon est un peu étonnant quand on sait que les raisons pour lesquelles effectivement il y a une collectivité très accrue au Brésil, c'est pour les pures raisons d'accaparement de terre par une classe sociale privilégiée qui a toujours su le faire et qui continue à le faire. Je ne connais pas les chiffres malheureusement, mais en plus ce à quoi il faut rajouter toute la question de la déforestation absolument massive que vous connaissez. Donc je pense qu'il faut quand même aussi intégrer ces données-là avant de dire que la productivité au Brésil augmente. Je ne connais que peu le cas de la Chine, mais je suppose que les structures politiques en Chine permettent tout à fait, sous une forme très différente, le même type de processus. Et donc, j'aimerais quand même peut-être vous demander de faire un peu attention. Est-ce que c'est une question ou une remarque, monsieur? Si je me trompe, qu'on me le dise. Monsieur Lamy, je ne sais pas si vous souhaitez répondre. On va rentrer dans des débats épouvantablement techniques. Ce qu'il faut comparer, c'est l'évolution de la productivité dans les pays en développement et dans les pays riches. À empreinte écologique égale. S'il vous plaît, si vous faites cette comparaison, défalquer de l'évolution de la productivité du Nord, défalquer l'empreinte écologique des agriculteurs du Nord.
qui est aussi considérable. Et vous verrez que quand on retire cette empreinte écologique de l'évolution de la productivité, les performances d'un certain nombre de pays du tiers-monde, déduction faite de cette empreinte écologique, sont extrêmement impressionnantes sur les 20 dernières années, et j'en suis persuadé sur les 20 prochaines années, ce qui d'ailleurs est essentiel si on veut adresser et traiter le problème quantitatif que nous avons devant nous, compte tenu de l'évolution de la population, de la très inégale répartition des terres arables et du changement de régime alimentaire qui accompagne le développement. Alors, deux dames, il y a une dame d'abord derrière et puis une dame devant. Merci. Alors, Constantin de l'IATP, ma question s'adresse à Pascal Lamy. Je voulais juste revenir sur quelque chose qu'Olivier De Schutter a mentionné au début de son intervention et sur lequel vous n'êtes pas revenu, c'est-à-dire cet aspect crucial du droit à l'alimentation qui consiste à prendre en compte ce qui arrive aux groupes les plus vulnérables et pas seulement des grands chiffres macroéconomiques. Et je pense qu'en particulier, que ces grands chiffres sont souvent, guident souvent mal la décision. Et si on regarde vos derniers discours, celui que vous avez fait à Salzbourg par exemple ce week-end, souvent vous utilisez le mot pays en développement en général, le mot consommateur en général, sans détailler, tandis qu'une grande partie des consommateurs sont aussi paysans, et il y a des grandes différences entre le Brésil et le Sénégal. Donc je voulais avoir un peu votre réaction sur comment vous envisagez de prendre en compte ces différences et la question des gagnants et des perdants du commerce international. Et en particulier, par exemple, je sais que vous répondez souvent il nous faut des politiques adéquates, c'est pas seulement une question de commerce. Par exemple, si on regarde la clause de Marrakech, elle aurait très bien pu s'appliquer l'année dernière pendant la crise alimentaire, et elle n'a pas été appliquée. J'aurais voulu savoir quelle est votre explication pour ça. Sur le premier point, j'ai toujours dit que l'augmentation de l'échange international, par les gains d'efficience qu'il apporte, et je reconnais volontiers, j'ai dit tout à l'heure que l'agriculture de ce point de vue-là ne peut pas être assimilée à la production de pneus, cette division remodèle les systèmes économiques, les systèmes sociaux, et effectivement, il y a des gagnants et des perdants. À l'OMC, notre job, c'est d'assurer que globalement, ça fait un plus. Ça, c'est notre métier de base d'organisation mondiale. Évidemment, ce plus global ne correspond pas à un plus partout, dans tous les pays, à tous les moments, sous toutes les latitudes et pour toutes les catégories de la population. Une partie de cette question dépend de politiques internationales dans lesquelles nous sommes intervenus depuis 2005. C'est tout le volet aide pour le commerce que, en tant que directeur général de l'OMC et avec l'assentiment des membres de l'OMC, puisque c'est eux qui décident, j'ai poussé. Donc c'est là que nous avons poussé dans l'idée d'une coordination, si possible, plus efficace de l'aide au développement, notamment en matière d'infrastructure, et Dieu sait que c'est fondamental en matière agricole. Donc là, il y a effectivement, disons, compte tenu des besoins en capital et en infrastructure des pays en développement, il y a quelque chose qu'on peut faire au plan international. Le reste, c'est largement du ressort de politique domestique. L'OMC n'est pas responsable des systèmes de redistribution fiscale du bien-être qu'on essaie de créer globalement. Donc notre mesure, elle est forcément globale, et c'est normal, c'est notre périmètre de responsabilité. Après, à d'autres de travailler politiquement sur la répartition du gâteau. Il faut effectivement, et je l'ai dit, et d'ailleurs je pense politiquement profondément, que les vertus de l'échange ne sont accompagnées d'une adhésion des populations que si les filets de sécurité sociale nécessaires sont là. D'ailleurs, si vous prenez les sondages sur l'attitude des populations à l'égard de l'échange international, vous verrez qu'elles y sont d'autant plus favorables que les systèmes de sécurité sociale sont les plus sophistiqués. Avec une seule exception, qui est un grand pays voisin de celui que Olivier connaît bien. Sur la clause de Marrakech, elle a été, c'est
On rentre dans la technique, là. Qu'est-ce que c'est? C'est une clause qui demande un examen spécial des conséquences de la réduction des subventions agricoles sur la facture alimentaire des pays qui sont importateurs nets. Hein? Cette clause est là, elle est activée à la demande des membres, elle a été activée à la demande des membres, et si elle n'a pas été activée l'année dernière, c'est tout simplement parce que les membres de l'OMC ne l'ont pas demandé. En l'occurrence, le problème l'année dernière, c'était pas que les prix baissaient, c'était que les prix montaient. Vous vouliez rajouter quelque chose, M. Descouters? Je crois sur la décision de Marrakech que c'est totalement faux. En fait, excusez-moi. La décision de Marrakech est une décision qui n'a jamais été mise en œuvre dans ces 4 volets par les membres de l'OMC. Elle n'a pas été mise en œuvre de manière adéquate. Et c'est une décision qui visait à éviter ceci. C'est que le programme de réforme en matière d'agriculture, dans l'accord de l'agriculture, on anticipait qu'il allait conduire à une augmentation des prix. Et d'ailleurs, la Banque mondiale fait des projections. Si vous progressez dans ce programme de réforme, ça va monter de 15-20% selon les matières. La décision de Marrakech visait à protéger non pas contre des prix bas, mais contre des prix hauts précisément. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été mise en œuvre? Parce que jamais l'OMC, les membres de l'OMC, n'ont pris les mesures qui permettraient de la rendre fonctionnelle. Donc, mais c'est un détail, mais je pense que... Non, c'est pas un détail. C'est pas un détail. Je voudrais juste ajouter... C'est un point sur lequel on est d'accord, cette clause, elle est là. Quand les membres ont demandé à l'activer, c'est-à-dire à passer à l'examen des conséquences sur la facture d'importation, ça a été fait. Quand ils ne l'ont pas demandé, ça n'a pas été fait. C'est pas le directeur général de l'OMC qui décide, hein, sur ces monnaies. Le problème, c'est que cette décision est inapplicable. Elle suppose qu'on démontre le rapport de causalité entre la libéralisation du commerce et l'augmentation des prix. C'est une décision qui n'est pas fonctionnelle. Moi, je pense que c'est un vrai problème qu'au sein de l'OMC, on n'a jamais mis en œuvre. Vous avez dit là que vous étiez pour l'augmentation des prix. Non, je n'ai pas dit ça. On a réglé. J'ai rajouté quelque chose. L'augmentation pour les producteurs. Des prix rémunérateurs, mais c'est pas la même chose que pour les consommateurs. C'est juste l'augmentation des prix pour les producteurs, c'est pas l'augmentation des prix pour les consommateurs. Pas nécessairement. Ce sont deux choses différentes. Il va falloir qu'on discute sérieusement. Et l'écart entre les deux prix a augmenté de manière notable sur ces dernières années. La portion captée par le producteur en début de chaîne est devenue beaucoup moins importante qu'il y a 15 ou 20 ans. Je voudrais juste réagir sur un autre point qui concerne le contraste entre le Brésil et le Sénégal qui était amené par alors Constantin met bien en lumière, c'est que, au fond, quand on parle de la libéralisation des échanges commerciaux, on cite toujours en exemple quelques pays auxquels ça a réussi. Le Brésil, Corée du Sud, l'Inde et la Chine pour partie, etc. Ces pays ont ces caractéristiques communes qu'ils ont séquencé leur libéralisation, ils ont mesuré l'ouverture qu'ils ont effectuée au pas, et c'est tout autre chose que le traitement de choc qu'on a imposé à certains pays au cours des années 80 dans le cadre des plans d'ajustement structurel. Je voudrais juste... Olivier, écoutez, là il faut être honnête. Hein. Ne mettez, s'il vous plaît, pas ça sur le dos de l'OMC. Je ne mets pas ça sur le dos de l'OMC. Quand vous dites les plans d'ajustement structurel, l'OMC n'existe que depuis 1995. On est face à un public qui n'est pas forcément au courant de tous les détails. On ne dit pas, on a fait subir à ces pays un traitement de choc en les obligeant à libéraliser l'échange immédiatement. Tout le monde met ça sur le dos de l'OMC. C'est la Banque mondiale. C'est une période bien connue. C'est une période bien connue, et si quelqu'un a été pour quelque chose dans le fait que la Banque mondiale et le FMI se sont retirés de la conditionnalité en matière de politique commerciale, c'est moi. Hein. La décision de Hong Kong qui a dit à la Banque mondiale et au FMI, bas les pattes en matière de politique commerciale, c'est l'OMC en l'occurrence. Mon point était plus simple, c'était simplement de dire que les pays doivent pouvoir mesurer le rythme auquel ils se trouvent au commerce international. Et je pense que, si vous voulez, quand on cite les taux de croissance économique de certains pays grâce, entre guillemets, à l'ouverture au commerce international, en disant au fond, plus ils sont inscrits dans le commerce international et plus vite ils croissent, on fait un peu la même erreur que si je venais comparer votre salaire à celui d'un étudiant de l'ENA. Vous gagnez plus qu'un étudiant de l'ENA, un étudiant moyen de l'ENA. Et ceci ne doit pas conduire à la conclusion qu'il n'est pas besoin d'aller à l'ENA pour avoir un salaire. Si vous voulez, le raisonnement est un peu de dire, puisque je gagne plus que vous qui êtes à l'ENA, abandonnez les études et faites comme moi travailler. Et donc, il faut laisser à ces pays le temps de se préparer à l'ouverture. Absolument, d'accord. Et c'est cela qui me paraît vraiment essentiel. Je suis d'accord sur ce point. D'accord. Et c'est d'accord, 100 fois d'accord. Et c'est ce que l'OMC permet.
puisque les marges de manœuvre qui permettent de réguler le commerce international sont très faibles pour les pays développés, fortes pour les PMA, les 50 pays les plus pauvres de la planète, tout à fait consistantes pour les pays en voie de développement, et commencent à se réduire pour les pays émergents, ce qui est normal d'ailleurs, et ce que les pays en développement plus pauvres demandent. Donc là-dessus, on est d'accord. Vous dites qu'ils ont des flexibilités qu'ils n'utilisent pas. Mais dans d'autres discours, vous dites... Certains les utilisent. Certains les utilisent, ils ne les utilisent pas tout à fait. Enfin, bref. Et puis dans d'autres prises de position, comme dans Le Monde récemment, vous dites au fond, il y a une sorte de protectionnisme de bas étage, où les pays vont commencer à utiliser les flexibilités qu'ils ont dans le cadre de l'OMC. Et donc, je ne sais plus très bien si en définitive, vous pensez que c'est... On ne parle pas d'agriculture là. Hein. Non. Votre propos était sur le plan général. Non, il était sur le plan industriel. Jusqu'à présent, dans cette crise, nous n'avons quasiment pas vu de mesures, y compris conformes à l'OMC, d'obstruction au commerce international. C'est arrivé ici ou là en matière industrielle. Ça n'est pas arrivé en matière agricole, ce qui d'ailleurs est peut-être le signe que de ce point de vue-là, les pays qui ont ces marges de manœuvre ne trouvent pas la situation suffisamment catastrophique pour les utiliser, compte tenu du coût que ceci a sur le consommateur. Madame, vous aviez une question également. Andrienne Souter. Je suis ni spécialiste, ni experte, ni économiste. Je suis militante de base altermondialiste. Et j'ai 3 choses à vous demander. La première, quand le GATT s'est transformé en 1995 en OMC, il avait annoncé que pour l'an 2000, il publierait ou il donnerait au public une évaluation des politiques qu'il avait menées pendant ces 5 ans, pour voir si elles avaient un bon impact. Tout à l'heure, vous avez parlé d'impact. En fait, une analyse, c'est une étude d'impact des résultats des politiques. J'ai jamais su si ce rapport avait été fait. En tout cas, on n'en a pas parlé dans la presse que je lis, et je ne crois pas qu'il a été fait parce qu'on réclame toujours. Deuxième chose, vous êtes un homme de chiffres, un homme de pourcentage. Et c'est normal, vous êtes un technocrate. Je suis pas tout à l'heure, vous avez articulé un chiffre qui m'est resté. C'est une vieille histoire, l'histoire du Kenya. Je crois que vous avez parlé d'une question de 6% d'exportation du Kenya comme une réussite. Bien que je sache, ou 9% vous avez parlé, l'augmentation des exportations du Kenya. Qu'est-ce que vous avez dit, le chiffre tout à l'heure? Eh bien, au Kenya, on a encouragé les Kenyans à planter des hectares, des gigantesques terres pour les haricots qu'on vend extrêmement cher dans les pays du Nord. Les cultivateurs du Kenya qui se crèvent au soleil pour cultiver ces haricots sont extrêmement mal payés. Ils sont tellement mal payés qu'ils ne peuvent pas consommer eux-mêmes les haricots qu'ils produisent pour l'exportation des pays du Nord. Et il reste, paraît-il, pas suffisamment de terres vivrières pour que les Kenyans puissent cultiver pour se nourrir eux-mêmes. Alors, est-ce que vous trouvez que ça c'est un succès? Tout à l'heure, vous aviez l'air de parler de ce chiffre d'un certain pourcentage au Kenya. Et puis, troisième chose, je vous ai écrit une lettre le 26 novembre, j'aimerais bien avoir une réponse. Sur le dernier point, vous aurez sûrement une réponse. Ça m'étonne un peu que depuis le 26 novembre, on ne vous ait pas répondu. C'était sur quoi la lettre? Quel était le thème de la lettre? C'était quoi? C'était une lettre qui méritait réponse ou c'était un truc du genre vous êtes un affreux technocrate, un homme de chiffres et je vous aime pas? Je vais vous répondre. Ça tombe très bien, je vais vous répondre. Des études d'impact. Des études d'impact, on en publie tout le temps. Tout le temps. Vous prenez le rapport annuel de l'OMC, vous prenez le vaisseau amiral de nos publications scientifiques, qui à dire est le seul. Bon, ça fait bien de dire qu'on a un vaisseau amiral. Vous trouverez des études d'impact partout. Ce qui est vrai, c'est que nous ne publions pas des études d'impact par pays. Et la raison pour laquelle on ne publie pas d'études d'impact par pays, c'est parce que nos membres préfèrent faire ça eux-mêmes. Pour un certain nombre de raisons que je vous laisse
Ils sont plus objectifs. Je vous laisse apprécier. Je ne sais pas prendre l'initiative de publier de ma propre autorité des études d'impact sans le consentement des membres. Ça s'appelle une organisation internationale conduite par ses membres. Sur les chiffres kenyans, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était que les importations agricoles du Kenya représentent 9% de la production agricole kenyane. Les importations, comme je dis, que c'était 1% pour l'Inde, pour essayer de démontrer que si en Inde ou au Kenya il y a d'énormes problèmes agricoles, c'est pas les importations qui en sont le principal responsable. Quand on a un tel petit filet, c'est pas ça qui exerce une causalité. C'est vrai, l'exemple des haricots que vous donnez, c'est juste, enfin en tout cas du côté export, c'est vrai que le Kenya a gagné des parts de marché énormes sur les fleurs, sur les fruits et sur les légumes dans les supermarchés occidentaux. Bon. Je n'arrive pas, attendez, laissez-moi répondre, je n'arrive pas à considérer que c'est une mauvaise nouvelle pour le Kenya. Franchement, que les consommateurs occidentaux soient prêts à payer ce qu'ils payent dans des barquettes, emballés au Kenya, désormais, ce qui fait une énorme valeur ajoutée pour toutes les femmes et tous les hommes, et je les ai vus, j'y suis allé souvent, qui enveloppent ces barquettes, c'est une énorme distribution de pouvoir d'achat pour le Kenya. Bon, et donc, je veux bien que vous considériez que c'est pas bon pour le Kenya, hein, là-dessus, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais je pense que ça dépend des circonstances dans lesquelles ces exportations progressent. Il y a un exemple célèbre qui est celui de la noix de cajou en Mozambique. Ça a progressé de manière assez significative et beaucoup de partisans de l'ouverture du commerce ont considéré ceci comme une excellente nouvelle. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est que l'industrie de transformation de la noix de cajou a disparu au Mozambique. Et ça a créé du chômage. Et vous savez, dans le monde, 80% des personnes n'ont pas de sécurité sociale, n'ont pas de protection sociale. Donc je crois qu'au fond, si on creuse un peu, ce qui nous différencie fondamentalement, c'est ceci. Est-ce que l'on est prêt à courir le risque qu'il y ait dans le processus de libéralisation commerciale des perdants qui ne soient pas compensés, tant pis pour eux, Dieu prendra soin d'eux, ou bien est-ce qu'au contraire, on est prêt à accepter qu'il faut mesurer très attentivement l'impact du commerce international sur les plus vulnérables, sur les plus faibles, ouvrir la boîte noire, pas le Kenya, mais effectivement les populations vulnérables au Kenya. Et je pense que moi je ne suis pas prêt à prendre ce risque, notamment pour les 80-85% de personnes qui dans les pays les moins avancés dépendent de l'agriculture et qui sont, et ça a été rappelé dans le public tout à l'heure, infiniment moins productifs que les grands producteurs, non seulement des pays de l'OCDE qui bénéficient en plus de subsides, mais même des grandes puissances agricoles, des groupes de cairns tels que le Brésil et l'Uruguay. Ces gens-là, la libéralisation commerciale, elle va les anéantir. Je ne suis pas d'accord. N'enfermez pas les pays en développement, ne les enfermez pas dans un corner sous prétexte qu'ils ne seront jamais productifs. Franchement, vous devriez y aller. Et leur expliquer, et leur expliquer que jamais ils y arriveront. Non, enfin, écoutez, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, ça n'est pas. Dans les pays que je visite, quels sont les problèmes? On voit des problèmes de stockage. Permettez de vous répondre une seconde. Si vous reprendrez la parole. Je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses, qui ne correspond pas d'ailleurs à l'histoire, qui ne correspond pas aux chiffres, qui ne correspond pas aux réalités, qui consiste à corneriser les pays en voie de développement, vous n'y arriverez jamais. Ça, je ne crois pas. C'est quelque chose avec lequel je suis vraiment pas d'accord. Alors, sur le point précédent, et c'est ce que j'ai appelé à l'époque, c'était pas pour faire plaisir à Manuel Tornard, ce que j'ai appelé à l'époque le consensus de Genève par rapport au consensus de Washington. Ce que vous décrivez là, c'est-à-dire ouvrez les marchés et Dieu s'occupera du reste, Dieu d'ici, le dur, ça n'est pas ma conception des choses. Ma conception des choses, c'est l'ouverture produit des bénéfices, globalement, et c'est là qu'on n'est pas d'accord, l'ouverture produit des bénéfices globalement, il faut que dans le jeu gagnant-perdant interviennent des politiques nationales, et c'est pas nouveau, hein, c'est une vieille thèse social-démocrate qui date, dans les origines, date à 150 ans d'ici, donc je pense que j'ai rien inventé.
Alors peut-être je vous propose une dernière question, quelqu'un qui n'a pas parlé, monsieur, et puis on arrivera à la conclusion de ce débat. Bonsoir. Français, c'est une langue magnifique, mais je parle seulement un petit peu français. Pouvez-moi continuer en anglais? I trust that everyone in this room understands at least as much French as I do, so I'm going to continue with my question in English, if I may. You may. Merci beaucoup, très gentil. Now, there are two very, very striking things about the discussion this evening, and I'd like to start with these two observations. One, in spite of my feeble French, I've noticed that the discussion has been a very, I'd say, almost antagonistic debate, a very ferocious debate, let's put it that way. And the second observation is that it's a round table, that everyone's sitting around. And what's interesting about a round table is that it has no sides. Now this is where the punchline is. Everyone here is on the same side, human rights or World Trade Organization law. And I find it striking that there's been an antagonistic approach instead of what ought to be a complementary approach. And here's where I find the observation can go deeper. Now in human rights, you find human rights enjoys a great deal of legitimacy and credibility, right? It's the law of the law. You could almost say that human rights is meta law. It's the law behind the law. Whereas the World Trade Organization is recently in a little bit of a public relations difficulty or challenge, as I'm sure Mr. Lamy would agree. Now, but what the WTO has and that human rights doesn't quite have is a concrete enforcement mechanism. Now, the WTO is fantastic for its DSU. And what I'd like to pose as a question to both Mr. De Schutter and Mr. Lamy is, we've had the WTO fundamentally extending its scope through the very, very well-known shrimp turtle case, where the WTO went into environmentally related matters, when, very strictly speaking, no one really saw that coming. Now the question then is, to what extent is there scope, the concrete possibility for human rights language to enter into the WTO dialogue, and the strength and efficacy of the WTO enforcement mechanism to transfer some of its ability and its reach over to human rights law? Now what possibility is there, seeing as how we're all really on the same side of the table and mistakenly thinking we're on different sides? What scope is there for a sort of a constitutionalization, so to speak, of WTO law, so that you have a complementary approach instead of an antagonistic approach between human rights and WTO law? How do we move towards a synergy? And to what extent do the two distinguished gentlemen sitting around the same side of the round table see the possibility for such a synergy to materialize? Thank you. C'est parfait, votre intervention est parfaite, monsieur, ce qui va nous amener à la phase conclusive de ce débat, puisque votre question nous permet vraiment de conclure le débat de ce soir. Et pour le débat antagoniste que vous regrettiez, ça c'est just my fault. Alors, une réponse, Mais d'abord, merci pour cette question, qui est effectivement une excellente manière de conclure sur une note du reste que j'espère positive. Moi, je voudrais dire que le droit de l'OMC et le droit du droit international des droits de l'homme, en réalité, ne sont pas à mettre sur le même pied. Je crois qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Le commerce est un simple instrument au service du développement, au service de la réalisation des droits humains. Alors que les droits de l'homme ne sont pas un instrument. C'est vraiment l'objectif que nous poursuivons tous. Et je suis vraiment gré à Pascal Lamy d'avoir accepté, au fond, les termes du débat. Parce que le droit de l'alimentation, personne ne peut être contre. Par contre, on peut être contre le commerce si on pense que, sous certains égards, s'il n'est pas régulé de manière suffisante, si les États ne prennent pas les mesures sur le plan interne qui sont nécessaires pour en atténuer les impacts négatifs pour les populations vulnérables, on peut être contre certains aspects du commerce international. Et donc, je crois qu'il ne faut pas mettre les choses sur un même plan. Je crois que l'organe de règlement des différends de l'OMC reconnaît la nécessité d'interpréter les accords de l'OMC en fonction de l'ensemble des instruments internationaux auxquels les États sont partis. Il le fait, du reste, de manière assez régulière. Et j'espère, pour ma part, qu'on va sortir
progressivement, effectivement, de cette fragmentation du droit international, qui est un problème qui nous préoccupe, Pascal Lamy et moi-même, et que nous allons vers davantage de dialogue, et un dialogue que j'espère constructif. Mon rapport n'avait pas d'autre but. En fait, c'est un rapport qui a été un succès parce qu'il a lancé un débat. Et ce débat, il doit être poursuivi maintenant sur le plan national. Chaque État doit se poser la question de savoir si véritablement il est cohérent dans ses obligations au regard des droits de l'homme, dans la manière dont il conduit ses politiques commerciales. L'OMC lui laisse des flexibilités que trop souvent il n'utilise pas. Et il doit être attentif non seulement aux valeurs agrégées, à la quantité qu'il parvient à exporter, mais aussi à mesurer l'impact sur les plus vulnérables des évolutions dont il est non pas l'observateur passif ou le témoin, mais l'acteur. Je voudrais terminer non seulement en vous remerciant Esther et en remerciant Pascal Lamy de ce débat qui m'a paru à moi très enrichissant et intéressant, mais aussi peut-être poser une question à Pascal Lamy qui me permettrait peut-être de conclure. Le Conseil des droits de l'homme a adopté une résolution sur base de mon rapport. Et dans cette résolution, il est question de me demander de porter mon message à l'OMC, poursuivre mon travail sur cette question et porter mon message auprès de l'OMC. Ma question est très simple. Est-ce que vous seriez prêt, Pascal Lamy, est-ce que je discute des conclusions de mon rapport devant le comité de l'agriculture, devant le Conseil général? Je sais que ce n'est pas vous qui décidez, ce sont les membres. Mais vous avez une influence que vous ne devez pas minimiser tout de même, et je voulais simplement vous demander de soutenir cette démarche. J'ai essayé aussi, en vous remerciant et d'avoir organisé ça, et d'avoir conduit, et Olivier d'avoir accepté un style de controverse. Je crois que c'est ce qu'il faut faire pour y voir plus clair. Hein, c'est quelque chose qui permet, et j'ai appris quelques petites choses en vous écoutant, résumer ce qui nous sépare et ce qui nous réunit. Ce qui nous sépare, et je crois qu'il faut le dire, c'est que vous vous dites ne prenez pas le risque de l'ouverture, c'est trop dangereux. Ce que moi je dis, c'est prenez le risque de l'ouverture, ça marche, y compris pour les plus défavorisés, en général. Et bien entendu, modulo la qualité de politiques domestiques qui sont sous la surveillance des citoyens et des citoyennes, des membres de l'OMC, parce que c'est là que s'exerce le lien démocratique. Et ça, là-dessus, on a clairement une différence. Ce qui nous réunit, c'est le fait qu'on est tous dans le bain d'essayer de faire respecter les droits de l'homme en général, y compris le droit à l'alimentation. Et là-dessus, comment pourrait-il en être autrement dès lors que nos membres, mes membres, entre guillemets, reconnaissent ces droits? Alors, la vraie question, c'est de savoir où est le lieu de l'appréciation, de la cohérence de ce que font mes membres. Les membres qui rapportent au Conseil de la Commission et au Conseil des droits de l'homme, c'est les mêmes que ceux qui sont chez moi, à quelques minutes. Donc la vraie question, c'est quel est le bon lieu de cohérence? Moi, je pense que les organisations internationales ont un certain rôle à jouer là-dedans. C'est d'ailleurs la réunion pour laquelle j'ai accueilli vos travaux, je les ai aidés, et on s'en est parlé à plusieurs reprises. Savoir si les membres de l'OMC sont d'accord pour que vous veniez parler de ça au comité de l'agriculture, on leur posera la question. S'ils veulent juger de la réponse de la part du, comme on dit dans la langue de Molière, du body language du directeur général, je pense que ça ira plutôt dans cette direction, mais c'est vraiment à eux de décider. Et vous engagez à appuyer la demande de ce soir? Je ne m'engage à rien du tout. L'OMC est une organisation conduite par ses membres. Il n'y a pas de fond à sa tête. Ce que je fais, et vous regarderez, y compris le discours public que j'ai fait la semaine dernière à l'occasion de ma réélection, ce que vous y verrez, c'est qu'il y a un chapitre cohérence. Ce que veut dire ce chapitre cohérence, c'est que je pense que les organisations internationales ont un rôle à jouer dans la cohérence. Mais c'est un petit rôle. C'est un tout petit rôle. Le vrai lieu de la cohérence, c'est ici. C'est à l'intérieur des pays. C'est là qu'il faut que la société civile
les partis politiques qui en général se foutent complètement des questions de politique internationale, parce que c'est pas ça qui compte pour les élections. C'est là qu'il faut mettre la pression sur les États-nations souverains et leur expliquer que trop souvent, dans le monde aujourd'hui, la souveraineté nationale, c'est le monopole de l'incohérence. Et ça reste le monopole de l'incohérence parce qu'il n'y a pas de lieu dans lequel on peut effectivement juger, que les citoyens et les citoyennes jugent si le fait de savoir ce que dit tel État à l'OMC ou ce que dit tel État à la Commission des droits de l'homme est la même chose. Nous pouvons, il y a un petit interstice dans lequel, dans l'autorité limitée qui est la nôtre, on peut agir, mais le vrai problème, il est dans les lieux qui sont, et qui demeurent les vrais lieux de la démocratie, et qui sont des démocraties locales, et je crois que là-dessus, on est totalement d'accord, et si ce que fait Olivier de Schutter conduit les citoyens et les citoyennes qui exercent leurs droits démocratiques dans les États à demander des comptes à leur gouvernement, et pas seulement à l'OMC, franchement, ce qui est un peu facile, parce que c'est vrai que les amis de certains publics, une image un petit peu raide, je reconnais tout à fait ça, et bien tant mieux, ça m'aidera chez moi. Alors, un appel aux politiciens nationaux, à vous peut-être, Manuel Dornard, en tout cas, je vous laisse le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'être venus si nombreux. Je me réjouis aussi en tant que maire de Genève que Genève, on l'a lu aussi ce matin dans plusieurs journaux ici, que ce soit le Temps, la Tribune de Genève, que Genève redevienne ce lieu d'échange, de débat, aussi grâce aux nouveaux locataires de la Maison Blanche. Ça tranche un petit peu avec le précédent, heureusement. Un phare rouge pourrait être aussi organisé ici, au Palais Nain, n'est-ce pas, Estelle? Excellente proposition, je vais absolument. Et Pascal, merci de dire que le consensus de Genève, c'est-à-dire l'esprit de Genève, habite de plus en plus l'OMC, j'ai retenu, et nous enregistrons, c'est très bien. Olivier, le digne successeur, vous l'avez compris, de Jean Tigler, je crois que c'est vrai. Et puis, Adrien Souter, conseiller municipal socialiste de Ville de Genève, aura enfin sa réponse. Merci Pascal. Et je vous invite toutes et tous à manger des cacahuètes et des noix de cajou dans la salle d'à côté. Merci en tout cas d'être venus si nombreux. Ces contraintes structurelles que les Sorbonne mettent en avant. Sinon on n'avait jamais prévenu, on n'aurait pas répondu à ce jour. Oui, non, mais merci, tu dis à des gens. Non, mais on avait passé le message au conseiller municipal. Ah, Ça ne t'aurait pas. Et à l'Alliance de gauche. Justement, je vous fais une curiosité en train de discuter en français. Voilà, on se sent un peu coincé quand on est face à une caméra qui... Non, moi on m'a posé la question, quelqu'un me demandait si j'avais apprécié le débat, j'ai dit que oui. Je pense que parce que la première qualité du débat réside dans la contradiction, et ça a été. Je pense qu'on a été... Non, mais je vous disais ça comme ça parce qu'on parle là de tous les pays du monde. Et en fait, même en... No one even suggested anything. How could it be done? What was the best way?
organisés, qui sont très majoritairement dans les campagnes, qui sont répartis sur des grands territoires, donc ils ne sont pas en mesure de manifester, etc. Ils sont sous-représentés dans le système de décision politique. Donc c'est des gens qui n'ont pas de poids politique. Alors que les banques, le secteur financier ont un poids politique considérable. Donc c'est aussi bête que ça. Just to answer that question. But that's the fairly typical. On n'est pas déçus. Exactly. I find it amazing how they just so little collaboration.